Je vous remercie d'être connecté pour ce nouveau webinaire donc santé et environnement. C'est le quatrième depuis l'année dernière. Et là, aujourd'hui, on est sur le sujet cancer et mode de vie que l'on avait traité en fin d'année sur le versant prévention et dépistage, donc on va dire en amont de la maladie. Et aujourd'hui, on va le traiter sous l'angle aval. Une fois que le cancer est traité, comment prévenir les récidives? Voilà. Euh, pour information, comme vous pouvez le voir, vos micros et caméras sont coupés. Donc, je vous invite à poser vos questions et à envoyer vos commentaires via la conversation dans le chat. Et comme ça, on y répondra à la fin des 3 présentations. Tac. Hop, on va y arriver. Voilà. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va se faire en trois parties. Donc, les intervenants, je laisserai les intervenants se présenter. On était censé commencer par les soins de support, mais le docteur Buret a un petit peu de retard. Donc, on va échanger. Je laisserai Alix commencer avec l'aspect nutrition. Le docteur Buret nous rejoindra pour nous parler des soins de support. Et on terminera avec le docteur Laurent. Donc, Alix, je vous laisse vous présenter le temps que je fasse défiler les petites diapos. Et j'excuse au passage le docteur Mirakian, du coup, qui était censé intervenir sur les perturbateurs endocriniens et qui a dû décliner son intervention parce qu'elle a été appelée au parc. Voilà, et elle s'excuse. Bonjour à tous, merci Adeline. Donc moi je suis Alix Guerins, diététicienne au centre Léon Bérard depuis une dizaine d'années maintenant et je travaille plus spécifiquement au sein du département prévention cancer environnement. Donc comme son nom l'indique, c'est un département de recherche en prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et on a plusieurs équipes de recherche sur la nutrition, l'activité physique adaptée, l'environnement, les cancers professionnels. Et du coup, au sein de ce département, on prend en charge principalement le surpoids et l'obésité des patients atteints de cancer, donc pendant la maladie, mais aussi après. On anime beaucoup d'ateliers d'éducation thérapeutique également, et on a un centre de prévention qui est en train de voir le jour et dans lequel on va pouvoir recevoir des personnes, donc la population générale, pour leur parler prévention primaire, cette fois-ci des cancers. Donc aujourd'hui, Adeline nous avait demandé à notre équipe de faire un petit point de 10 minutes. Donc on a essayé d'être les plus concis possibles sur les outils à vous donner pour vous aider à prendre en charge les patients en post-cancer, parce qu'on sait que c'est vrai que c'est une période difficile pour eux. Nous, on le voit bien en consultation, quand ils ont plus de rendez-vous au sein de l'établissement, il y a comme un stress qui se crée, mais ça, je laisserai le docteur Laurent en parler plus précisément. Mais voilà, c'est quand même très important de continuer à les suivre à ce moment-là. Et le docteur Buret devait vous présenter les soins de support, donc, dont fait partie la nutrition, et le parcours de soins global, qui est un parcours de soins pour les patients en après-cancer, dans l'année qui suit les traitements dits actifs ou lourds, où cela comprend pour les patients un forfait qui leur permet de bénéficier d'un suivi diététique, psychologique et en activité physique plus ou moins adaptée du coup. Donc c'est vrai que voilà, il y a des tas de choses qui se font en termes de nutrition pour les patients atteints de cancer pour l'après-cancer, mais on n'est pas bien au courant, donc on voulait vous le présenter rapidement. Et puis vous, en tant que finalement médecin traitant, vous avez une place vraiment centrale sur vers où adresser les patients, quoi leur dire sur l'après-cancer pour les rassurer aussi, parce qu'on constate qu'il y a quand même beaucoup d'anxiété à ce moment-là. Et donc, on voulait vous présenter vraiment des outils pratiques et des choses très, très succinctes à savoir pour les transmettre aux patients. Donc déjà, pourquoi il faut essayer de prendre en charge les patients sur l'après-cancer? Tout simplement, ça fait partie des recommandations de la stratégie décennale du plan cancer 2020-2030, donc de prévenir, détecter et traiter les séquelles liées au traitement.
Donc c'est vrai que beaucoup de patients vont garder des séquelles au long cours de leur traitement, que ce soit sur des troubles de l'appétit, des troubles de la déglutition, mais parfois aussi une augmentation de l'appétit, une prise de poids, l'importance de maintenir le poids stable sur toute l'après-cancer, c'est vraiment ce qui est très important. Et c'est pour ça que ce parcours de soins global va être très important sur le point de la nutrition. Ça va permettre aux patients de continuer leur prise en charge en ville après les traitements lourds qu'ils ont reçus à l'hôpital. C'est vrai que tous les patients n'ont pas forcément la chance d'être suivis dans des grands centres comme les centres de lutte contre le cancer, comme le centre Léon Bérard, mais il y en a plein d'autres en France. Mais dans les plus petits hôpitaux, les plus petites structures, il n'y a pas forcément de proposition de prise en charge diététique ou nutritionnelle sur l'après-cancer. Et c'est pour ça que la stratégie en ville a toute son importance. Donc, pour offrir un suivi nutritionnel pour limiter les risques de récidive, les recommandations, en fait, elles sont les mêmes qu'en prévention primaire. Donc, ça, c'est vraiment important à retenir. C'est aussi simple que ça. Finalement, sur l'après-cancer, il suffit de recommander aux patients de suivre les recommandations de la prévention primaire. On peut changer de page, Adeline. Donc, je vous ai mis le guide de Santé publique France en lien de la présentation. Je le trouve assez bien fait, assez clair. Et puis, voilà, vous pouvez le commander pour le distribuer aux patients en cabinet. Et en fait, on a vraiment tous les messages clairs sur les fréquences de consommation, sur les types d'aliments à privilégier, ceux à éviter. Et en fait, simplement, il faut dire aux patients qu'il faut qu'ils suivent ces recommandations-là sur l'alimentation équilibrée, tout en faisant en sorte que le poids reste stable. Donc, c'est là où il y a une petite adaptation qui doit se faire. Si les patients ont encore des troubles de l'appétit, des troubles pour manger et qui perdent du poids, il va falloir enrichir un petit peu l'alimentation. Et c'est là où des professionnels de la nutrition peuvent vous aider pour les accompagner pour maintenir un poids stable. Et à l'inverse, je pense surtout aux femmes qui sont suivies pour un cancer du sein hormonodépendant qui peuvent prendre du poids. Encore une fois, ce n'est pas une fatalité. On essaie toujours de rassurer les patients parce que oui, l'hormonothérapie peut avoir des conséquences sur la prise de poids, mais c'est pas une fatalité. Et en faisant en sorte d'adopter des mesures d'alimentation équilibrée, d'activité physique régulière, on peut tout à fait maintenir un poids stable sous hormonothérapie. Mais parfois, ça demande quand même un petit peu d'adaptation, voilà, de modification des habitudes de vie. Parfois, avec la reprise du travail, c'est aussi une étape très importante où il peut y avoir des perturbations dans leurs habitudes alimentaires ou dans leurs habitudes d'activité physique et du coup favoriser une reprise pondérale à ce moment-là. Et c'est vrai que ça, c'est une période très, très difficile parfois pour les patientes parce que non seulement elles reprennent le travail, elles sont plus fatiguées, elles ont moins de temps de prendre soin de leur alimentation, de leur activité physique qu'avant quand elles étaient en arrêt de travail. Et du coup, le poids remonte, elles culpabilisent parce qu'on leur a dit que c'était un facteur de risque de récidive. Le stress va pas les aider à perdre du poids, l'anxiété non plus. Donc là, il y a un petit peu tout qui se mélange à ce moment-là. D'où l'importance de tout de suite, je pense, les orienter vers des professionnels de la nutrition pour les accompagner dans le cadre de ce parcours de soins global qui veut justement les accompagner à des coûts réduits dans la première année en tout cas. Donc la déculpabilisation des patients et de leurs habitudes alimentaires, ça c'est quelque chose nous qu'on travaille beaucoup au quotidien avec les patients, même sur l'après-cancer, parce que combien nous disent si j'ai eu un cancer, c'est parce que je mangeais pas bio et je mange du sucre, j'ai mangé un gâteau d'anniversaire, donc j'ai nourri à nouveau mes cellules cancéreuses et du coup je vais récidiver. Donc ça c'est des propos qui paraissent un peu choquants, mais qu'on entend toute la journée et sur lesquels on voulait un petit peu vous sensibiliser, même si vous avez sûrement dû en être témoin aussi, de rassurer les patients sur le fait qu'en fait, maintenant, ils sont dans la période de l'après-cancer et qu'on va tout faire en sorte pour que les habitudes alimentaires s'améliorent au long cours. Donc, c'est pas la peine de tout mettre en place du jour au lendemain, c'est pas la peine de voir une alimentation très parfaite, avec une activité physique nickel du jour au lendemain. C'est pas possible, donc il faut vraiment les rassurer là-dessus et les accompagner pour qu'ils mettent en place des choses progressivement et que chaque nouvelle habitude qui est mise en place, ça les valorise, ça les met en confiance, ils sont prêts à en mettre une nouvelle en place et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'au fil des années, leurs habitudes de vie s'améliorent et ils réduisent aussi leur risque de récidive de cette manière.
Donc plus concrètement, ça c'est pour le petit discours que nous on a au quotidien et qu'on voulait un petit peu vous transmettre. Mais sinon, plus concrètement, on vous partage ce kit de prévention qui est vraiment fait pour les médecins généralistes, qui a été fait par le réseau NACRE. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le réseau national cancer et recherche, alimentation, cancer et recherche. Donc c'est une branche de l'INRA. Et il se présente sous forme d'ordonnance. Donc en fait, c'est très pratico-pratique. Le patient, il reçoit de votre part, du coup, une ordonnance papier sur laquelle se trouvent les principaux facteurs de risque, les principaux facteurs protecteurs des cancers en prévention tertiaire, mais du coup, c'est en fait un peu les mêmes qu'en prévention primaire. Vous êtes accompagné par 5 vidéos sur YouTube qui vous permettent de refaire le point sur les facteurs de risque, les facteurs protecteurs et reconnaître bien à nouveau les messages de prévention qui sont en cours en ce moment dans les recommandations. Et du coup, l'ordonnance, vous pouvez la commander directement sur le site du réseau NACRE avec le lien qu'on vous a mis juste au-dessus. Vous la remettez au patient. Donc, on peut la voir dans la slide d'après. Donc, vous voyez, elle se présente comme ça. On l'a partagée en deux parce que ça ne rentrait pas sur une page. Mais la première partie, vous pouvez même dater avec le patient son poids à cette date-là. Qu'est-ce qu'il devrait mettre en place de primordial en ce moment. Et puis, il a un petit résumé. À privilégier les fibres, les produits laitiers, les fruits et légumes, les fruits à coque, le fait maison. À limiter. Donc, on retrouve à nouveau toutes les recommandations à ce niveau-là. Et puis, vous pouvez même, du coup, lui faire comme une prescription pour un rendez-vous avec un médecin nutritionniste ou une diététicienne avec les coordonnées, avec voilà, les coordonnées de la personne spécialisée en oncologie. C'est quand même important que vous lui adressez. La petite boîte à outils à côté aussi qui est pas trop mal faite parce que finalement on retrouve les outils principaux pour les guider dans leurs courses au quotidien. Donc le Nutri-Score qui est quand même un bon outil puisqu'il a été amélioré là en début d'année et d'ici 2 ans donc les calculs vont être revus sur l'ensemble des produits alimentaires et donc il sera beaucoup plus fiable. Et puis l'application Open Food Facts, donc c'est le même genre que l'application Yuka si vous connaissez un petit peu mieux Yuka. Simplement Open Food Facts c'est une application publique. Donc on est sûr au moins qu'il n'y a pas de biais ou de lobbying. Et donc sur la deuxième partie de cette ordonnance de prévention, vous avez aussi la partie sur l'alcool, puisqu'on sait que c'est le deuxième facteur de risque de cancer et donc de récidive également, sur les recommandations en termes d'alcool. Pareil, vers quoi vous orientez le patient sur sa propre consommation, et de même sur l'activité physique pour l'orienter vers des séances d'activité physique adaptées vers chez lui. Donc ça, il me semble que c'est un outil très pratique que vous pouvez remettre en main propre au patient, qui est sous forme papier. Et mine de rien, quand on met quelque chose sous format papier au patient, on remarque que ça les marque un petit peu plus que plutôt que de les renvoyer vers des liens ou des sites internet ou des conseils dits à l'oral. Donc ça nous a paru un outil très bien fait par le réseau NACRE qu'on voulait vous partager. Et donc, plus concrètement, je vous le disais, les essentiels à savoir en nutrition, c'est vraiment de dire aux patients de maintenir un poids stable, de ne pas faire de régime restrictif dans à viser de perte de poids, d'amaigrissement, ni de régime exclusif qui vise à supprimer complètement des catégories d'aliments. Si les patients veulent devenir végétariens ou véganes ou sans lactose ou sans gluten pour X raisons, c'est pas un problème, mais par contre, ça nécessite un accompagnement et du coup, il faut quand même essayer de les orienter vers des professionnels de la nutrition dans ces moments-là. J'ai cru voir passer un petit onglet là d'un commentaire sur le jeûne thérapeutique. Donc, le jeûne thérapeutique et le régime cétogène sont des choses à déconseiller aux patients. Si le patient vous en parle, s'il est hésitant, il faut vraiment lui dire que les recommandations actuelles sont de ne pas pratiquer ce genre de choses. Ce sont vraiment des pratiques restrictives, exclusives, comme on le dit juste avant. Et finalement, ça peut juste nuire à l'état nutritionnel du patient, le dénutrir. Et le régime cétogène, en fait, c'est très déséquilibré, c'est du coup très riche en graisse, très riche en protéines, et il n'y a aucune raison de supprimer les féculents de notre alimentation, ni les sucres, simplement. Il faut mieux choisir ses sucres, mieux choisir ses produits, encourager le fait maison, encourager la réduction des produits industriels ultra transformés, mais il n'y a pas besoin d'aller dans des conseils vraiment restrictifs qui sont finalement pas durables sur la durée.
Limiter également la consommation des compléments alimentaires. Donc ça fait vraiment partie aussi des dernières recommandations qu'on a eues, parce que finalement, ça peut venir en interaction avec les traitements, même après les traitements, jusqu'à 6 mois après la chimiothérapie. On va éviter la consommation de vitamine C en gélules, d'antioxydants en compléments alimentaires, parce que potentiellement, ça pourrait venir réveiller des cellules cancéreuses résistantes encore qu'on ne peut pas voir à l'œil nu ou aux examens et qui du coup pourraient les aider à se développer. Il ne faut pas oublier que les antioxydants sous forme de compléments alimentaires, c'est des bombes d'antioxydants qui vont venir renforcer toutes les cellules, mais aussi les cellules malignes qui pourraient éventuellement rester. Donc, c'est vraiment des choses à éviter, sauf évidemment carence avérée. Mais dans ce cas, ça justifie des bilans biologiques et des prescriptions de compléments alimentaires bien spécifiques, de magnésium, de fer, de vitamine D. Dans ce cas, ça pose pas de problème. Mais vraiment attention à tous ces compléments alimentaires en libre service, antioxydants, etc., dans les pharmacies. Et enfin, on vous encourage vivement à les orienter vers des professionnels de la nutrition, donc soit des médecins nutritionnistes, soit des diététiciens spécialisés en oncologie. Et pour ça, on a la Société francophone de nutrition clinique qui a créé un annuaire des diététiciennes libérales formées à l'oncologie, que vous trouverez sur Internet en tapant réseau Oncodiète. Donc c'est sur la slide d'après Adeline. Donc vraiment, ça c'est un réseau que vous pouvez trouver en ligne très facilement, en direct avec le patient quand vous êtes avec lui. Alors en ce moment, l'annuaire, il est un petit peu défaillant, donc vous allez trouver surtout des liens vers des fichiers Excel avec la liste des diététiciennes libérales formées à l'oncologie. Mais normalement, il devrait bientôt être mis en l'état et vous permettre de géolocaliser avec l'adresse du patient des diététiciennes formées en libéral et notamment pour les adresser avec le parcours de soins global. Donc ça, c'est un bon outil aussi pour réadresser les patients vers des personnes de confiance, je dirais. Voilà pour moi, donc je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai un petit peu débordé, mais je vous remercie de votre attention et puis je crois qu'on répondra aux questions après s'il y en a. Merci à vous. Exactement. Merci beaucoup, Alix. Alors, du coup, je vais remonter les diapos pour passer la parole au docteur Buret qui nous a rejoint. Docteur Buret, normalement, vous pouvez allumer votre caméra et votre micro Bonjour, pour est-ce que prendre vous la m'entendez? suite. On vous entend. Parfait. Bonjour. En effet, je suis vraiment désolé de mon retard. Je m'appelle Guillaume Buret, je suis ORL de formation, mais je m'occupe aussi de la plateforme de soins oncologiques de support de mon établissement, le centre hospitalier de Valence. Et on va parler de, même si je suis désolé, on a déjà commencé, on va parler de soins oncologiques de support. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Alors, juste un petit point, alors qui est pas tout à fait vrai, plus tout à fait vrai maintenant, puisque ça date de 2013. Mais pour vous rendre compte que quel est le coût sociétal du cancer en France, grosso modo, on va dire presque la moitié, c'est en rapport avec les coûts directs, donc les coûts d'hospitalisation, de traitement anticancéreux, etc. Et l'autre moitié, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, même un peu plus de la moitié, c'est la morbimortalité. Donc le coût sociétal de la mortalité et également le coût des aidants. Et en 2013, eh bien, cette somme était supérieure au coût direct, qui est ce qu'en général on considère dans le coût du cancer. Alors ça, c'est avant l'immunothérapie, puisque les coûts de l'immunothérapie ont vraiment fait exploser les coûts globaux, les coûts directs globaux. Mais voilà, il faut vraiment avoir en tête que la mortalité et le coût des aidants ont un impact très important au niveau de la société. Je vais avancer. Les différents types de prévention, on distingue la prévention primaire dont le but c'est d'éviter l'apparition de la maladie, donc éliminer les facteurs de risque, tabac, alcool, HPV, etc. La prévention secondaire, le but c'est de détecter les pathologies alors qu'elles ne sont pas encore, elles ne sont pas encore parlantes cliniquement. Donc c'est le dépistage, cancer du sein, cancer colorectal, le PSA pour la prostate. Et puis la prévention tertiaire, le but c'est de prévenir, de réduire les séquelles et les handicaps liés au traitement au cancer ou au traitement du cancer. Vous pouvez avancer. Alors,
l'Institut national du cancer, il y a quelques années, a demandé, a fait une consultation en vue de créer ce qu'on appelle le panier de soins de support. Le panier de soins de support, ce sont des soins qui ont le droit de s'appeler soins de support et qui ont montré dans la littérature une réelle efficacité de leur activité. Pour autant, nombreux sont des soins qui n'ont pas été intégrés dans ce panier de soins de support, pas parce qu'ils n'étaient pas efficaces, mais parce qu'il n'y avait aucune évaluation qui avait été faite. Donc, suite à une évaluation en evidence-based medicine, ont été retenus la prise en charge de la douleur, la diététique et nutrition, l'aide psychologique, l'aide sociale, familiale et professionnelle, l'activité physique, les conseils d'hygiène de vie, le soutien psychologique des proches et des aidants, la mise en œuvre de la préservation de la fertilité et la prise en charge des troubles de la sexualité. Et là-dessus, on rajoute deux techniques particulières d'analgésie qui sont l'hypnoanalgésie et l'analgésie intratécale. Et donc, je le répète, tous ceux qui n'y sont pas, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas efficaces, c'est juste qu'il n'y a pas eu d'évaluation. Et si ça vous tente, si vous croyez en quelque chose, si vous savez que ce que vous faites dans votre activité est bien, je vous conseille vraiment de faire des études, de faire des publications pour abonder la littérature et pouvoir faire changer les lignes. Parce que les lignes changent. Là, c'est 9 soins de support. Au tout début, il y en avait 4. Là, on est passé à 9. Voilà, le but, c'est de travailler pour pouvoir élargir ce panier de soins de support, mais ça doit vraiment être basé sur de la publication relue par les pairs. Vous pouvez avancer. Alors, voilà l'exemple d'un traitement, de 2 traitements. Le premier, il diminue de 20 à 42% le risque de mortalité du cancer du côlon. Et le deuxième, c'est un peu plus variable. Au mieux, il diminue de 17% le risque de mortalité, mais il peut aussi, dans certains cas, l'augmenter jusqu'à plus 7%. Quel traitement choisissez-vous? J'imagine, grosso modo, que vous devez tous vous dire que c'est le traitement A. Ouais. Eh bien, on peut passer à celle d'après, la diapositive d'après. Là, vous avez juste revenir un tout petit peu en avant, en tour, encore une fois. Donc, non, juste après. Voilà. Là, ce sont des méta-analyses sur des centaines de patients qui montrent, alors le hazard ratio, grosso modo, c'est si vous faites 1 moins le hazard ratio, par exemple sur la première ligne, le hazard ratio est à 0,75. Si vous faites 1 moins 0,75, ça veut dire que vous diminuez le risque de mortalité de 0,25, donc 25%. 19% pour le deuxième, 20% pour le troisième, etc., etc. Et en dessous, c'est là où on voit la première ligne, la Simkens et al., 0,86, donc ça fait 0,14, donc 14% de diminution du risque, 15% de diminution du risque, etc. Et vous voyez quand même que le 1 est toujours pris, ou quasiment toujours pris, non, est toujours pris dans l'intervalle de confiance à 95%, c'est-à-dire que ça n'est pas bien significatif. Allez-y, vous pouvez appuyer pour la suite. Vous pouvez le faire 2 fois. Eh bien, le traitement du haut, c'est l'activité physique adaptée et le cancer colorectal. Le traitement du bas, ce sont les chimiothérapies et le cancer colorectal. Donc, pour vous dire que les soins de support, l'activité physique adaptée, elle fait mieux que des chimiothérapies. Alors, le but, c'est pas faire à la place d'eux, bien évidemment. Le but, c'est de faire en plus. Et c'est un traitement qui est extrêmement simple à mettre en place. Alors, il faut quand même avoir des référents d'activité physique adaptée, hein, c'est un vrai métier. Il faut une formation pour cela, il faut au moins avoir une licence de STAPS option activité physique adaptée, mais c'est quelque chose à vraiment mettre en place pour les patients. Vous pouvez appuyer sur la suite. Et donc, les soins oncologiques de support, il faut les mettre en place le plus précocement possible. Et l'idéal, c'est vraiment dès le diagnostic initial. Ça permet une augmentation qui est vraiment mesurable de la survie. Alors, pas dans toutes les spécialités. Non pas, ça veut pas dire que
ces soins de support ne sont pas efficaces dans certaines et sont efficaces dans d'autres. C'est juste que les études n'ont pas été menées de façon aussi rigoureuse dans tous les domaines. Néanmoins, sur des cancers extrêmement fréquents comme le cancer colorectal, le cancer bronchique, le cancer du sein, il y a une amélioration à la fois des symptômes, du stress et même de la survie globale dans certains cas. Pour moi, pour l'ORL, on intègre l'activité physique adaptée et la diététique dès le diagnostic, c'est-à-dire que les patients sont vus en hospitalisation, en très courte hospitalisation, de jour, enfin même pas, c'est d'une matinée ou un après-midi, et ils rencontrent une infirmière pour le temps d'accompagnement soignant, une diététicienne, un enseignant d'activité physique adaptée. Le but, c'est à la fois de faire des tests, que ce soit du point de vue diététique ou du point de vue d'activité physique adaptée, pour rechercher la dénutrition, mais aussi pour pouvoir donner des conseils dès le début. Là, vous pouvez avancer. Alors, il y a des soins qui sont remboursés, notamment activité physique adaptée, psychologie et diététique. Dans chaque région, il y a un dispositif régional, alors qui est variable d'une région à l'autre. Mais en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a un financement de bilan ou de jusqu'à 6 consultations de suivi. Donc, on peut faire sous différentes formes: un bilan, 6 consultations de suivi, 2 bilans, 4 consultations de suivi, 3 bilans, 2 consultations de suivi. Il faut être dans l'année qui suit la fin du traitement du cancer. Le montant remboursé n'est pas énorme, puisqu'il est d'au maximum 180 € par an, mais au moins ça a le mérite d'exister. Et c'est fait pour les personnes qui sont identifiées dans le parcours de soins. Donc ça peut être fait par des cabinets libéraux ou ça peut être aussi fait par des associations. Je pense par exemple aux associations de lutte contre le cancer qui répondent à un appel à projet de l'ARS pour pouvoir mailler l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et au total, alors la prise en charge de la douleur, c'est remboursé Sécu pour des consultations. Une autre façon de faire, c'est d'avoir des hospitalisations de jour, douleur chronique. Donc pour une hospitalisation de jour, je vous rappelle, sur les coordinations de parcours, il faut qu'il y ait 4 intervenants, dont au moins un médecin, et une synthèse médicale. Et là, ça vous permet de faire une hospitalisation de jour qui est d'à peu près 600 et quelques euros, mais je n'ai plus les chiffres particuliers en tête. Pour la diététique et nutrition, c'est pareil. On peut faire des parcours soit avec le dispositif dont je vous ai parlé juste avant, ou l'hospitalisation de jour parcours complexe. Pour la psycho, exactement pareil. Pour la prise en charge sociale, familiale et professionnelle, pas grand-chose. Alors professionnel, il y a le médecin du travail. Pour l'activité physique adaptée, il y a les âges de jour, parcours complexe, le dispositif de l'ARS. Ça passe par, là, ce sont souvent des missions sport-santé. Voilà, les conseils d'hygiène de vie, là, par contre, il n'y a pas de remboursement. Le soutien psychologique, ça peut être pris en charge, alors soit par la Sécu directement si c'est une aide psychiatrique, par le dispositif de l'ARS pour une aide psychologique et les hospitalisations de jour parcours complexe. Le soutien de la préservation de la fertilité, c'est la Sécu. La sexualité, ça peut être la Sécu ou les âges de jour. Et l'hypnoanalgésie, c'est pareil, c'est remboursé Sécu ou les âges de jour. Et voilà. Et à qui vous adressez? Eh bien, le réseau cancérologie de Auvergne-Rhône-Alpes je vous ai mis le lien, a un annuaire qui s'appelle Ressources et vous pouvez trouver des personnes à la fois compétentes mais surtout qui sont qui font partie qui ont fait la démarche d'être référencés et qui sont éligibles notamment au financement dont je vous ai parlé. Et merci. Merci beaucoup, docteur Buret. On a eu quelques questions, hein, mais bon, comme on a précisé plus tôt, on y répondra toutes.
à la fin. Je vais passer la parole du coup au docteur Laurent. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis Olivia Laurent, je suis médecin psychiatre, psychothérapeute installée en cabinet à Genève. J'ai travaillé en France en tant que médecin nucléaire, j'ai travaillé en oncologie, en radio-oncologie, et puis en Suisse, donc depuis un petit moment. Et puis c'est Adeline qui m'a demandé d'intervenir concernant ce webinaire consacré à une question essentielle et pourtant souvent sous-estimée, la psychologie, les enjeux psychologiques de l'après-cancer. Alors 10 minutes, c'est court, mais je vais essayer de faire au mieux pour vous donner quelques petits tips. On pense souvent que la fin des traitements marque la fin des difficultés parce que les traitements sont terminés. En réalité, c'est souvent là que tout commence. Et pour ma part, c'est comme dans la littérature, la majorité des patients consultent après la fin des traitements. Quand les traitements sont terminés, quand le mode pilote automatique tombe, parce qu'il y a effectivement plus de rendez-vous programmés de semaine en semaine, plus les examens d'imagerie ou les examens biologiques. Et c'est là que beaucoup de patients ressentent le besoin d'être soutenus. Les proches reprennent leur vie, ils sont rassurés, ils pensent que tout va bien maintenant, et les patients restent dans un flou identitaire avec pas mal de questions. Donc d'un côté, ils sont soulagés, parce que là, on parle de l'après-cancer en rémission, mais souvent, les patients se sentent seuls et en décalage avec leur père. Ils sont ni portants, ni bien malades, et c'est potentiellement un moment de crise que vous allez accompagner lorsque les patients vont venir vous voir au cabinet, qui ne vont plus voir l'oncologue ou le radio-oncologue ou le chirurgien. Ça peut passer. Sur ce diagramme, vous pouvez observer les réponses psychologiques au cancer qu'on observe dans la population, qui sont recensées dans la littérature. Donc, vous avez sur la partie gauche la moitié des patients qui vont présenter une réponse adaptée au cancer, donc des réactions adaptées de stress, de tristesse légitime, d'anxiété. Et puis, une toute autre partie, une moitié qui va présenter un trouble psychologique durable. Ça peut être un trouble de l'adaptation, donc des symptômes qui vont ressembler à une dépression, mais qui ne vont pas revêtir la même intensité ou la même durée. Il va y avoir également des dépressions caractérisées, des syndromes confusionnels, de l'anxiété, jusqu'à parfois un trouble de stress post-traumatique. Il faut savoir que la partie de gauche ne relève pas de soins spécifiques. C'est des patients qui vont s'adapter avec leur réseau de première ligne, donc la famille, les amis, les proches, et aussi vous, médecins traitants ou soignants en libéral, infirmières, assistantes sociales. Mais la partie de droite relève davantage d'un suivi spécialisé. Je vais passer. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez assister et entendre assister à la verbalisation de peur, la peur de la récidive. Et moi, aujourd'hui, ça fait des années que je travaille avec des patients atteints de cancer. Je n'ai pas entendu un seul patient qui ne nomme pas une peur de récidiver. Un sentiment parfois de culpabilité par rapport à, comme disait Alix, une alimentation qui peut ne pas correspondre aux critères de perfection, zéro sucre, beaucoup de protéines, ou par rapport à l'activité physique, une fatigue persistante, mais ce n'est pas normal. On voit ça notamment avec des hormonothérapies qui sont prescrites pour 5 à 10 ans et des patientes qui, c'est un exemple, hein, il y en a bien d'autres, mais en tout cas, des patientes qui se plaignent d'une fatigue persistante puis qui se disent mais je devrais aller mieux, j'ai terminé la chimio, alors qu'on sait que 90% des patients dans l'année qui suivent le cancer auront un ressenti subjectif de fatigue, que ce soit après un traitement de chimiothérapie ou pas. Il y a pas mal de données dans la littérature qui montrent que ce n'est pas parce qu'il y a eu une chimio qu'il y a forcément fatigue. Il peut y avoir juste une chirurgie ou des rayons ou voilà, simplement un traitement qui fait que dans l'année qui suit, la fatigue s'installe. Il faut bien entendre qu'il est difficile pour les patients de tout changer. L'alimentation, l'activité physique, leur comportement, ça fait beaucoup de pression autour d'une personne qui on a notre rôle à jouer
pour minimiser un petit peu tout ça, pour mettre un petit peu de légèreté dans tout ça. Donc de dire, ben ouais, comme disait Alix, un gâteau d'anniversaire, c'est pas la même chose que de s'enfiler un paquet de biscuits toute la journée, tous les jours. Être complètement sédentaire quand on est fatigué, c'est pas du tout la même chose que de se faire un marathon. Je veux dire, il faut remettre du bon sens dans tout ça et déculpabiliser les patients. Il y a beaucoup d'idées reçues quand les gens viennent me voir autour du stress. Si je suis stressée, alors je vais récidiver. Si je suis stressée, alors je sabote le traitement oncologique. Ça paraît énorme, mais je pense que vous entendez ça dans vos cabinets et c'est important d'accompagner avec souplesse en disant, mais de toute façon, personne n'est immunisé contre le stress. Il y a du stress, du bon stress et du mauvais stress. Maintenant, on fait comme on peut. Et puis quand les patients ont besoin d'un peu plus d'infos, on peut réadresser bien évidemment, mais ça on va en parler. Il faut distinguer le stress, j'ai envie de dire légitime, qu'on peut tous traverser à un moment donné, et puis une dépression caractérisée, parce que ce n'est pas le même enjeu. Alors, justement, par rapport à la prévention secondaire, tertiaire, santé mentale, on voit beaucoup passer à la télé ou dans les livres médiatisés, enlevez tout stress de votre vie, vous vivrez plus longtemps. Quand on a eu un cancer, ça fait une injonction de plus. Le moral, clairement, dans la littérature, influence l'immunité. C'est une meilleure adhésion au traitement quand on a un bon moral. Quand on a une bonne humeur, j'ai envie de dire stable, on a clairement une meilleure qualité de vie. Et les traitements sont associés à moins d'effets secondaires. À l'inverse, les patients déprimés, et là je dis bien déprimés, selon les critères internationaux de diagnostic, là s'accompagne effectivement d'une moindre survie et d'une surmortalité. Mais par rapport à la récidive, les études sont contradictoires. On a passé en revue de nombreux articles qui ne s'accordent pas sur la récidive. Donc avant tout, ce qui est important, c'est de dépister justement quels sont ces patients à risque ou clairement déprimés après la fin des traitements. En prévention secondaire, j'ai envie de dire, déjà, quand vous faites votre anamnèse, j'imagine, vous passez en revue les antécédents somatiques, comme dans un status, mais vérifiez quand même les antécédents type burn-out, anxiété, dépression. Peut-être il y a eu un suivi psy par le passé ou une prise de médication par un autre médecin généraliste. Ça, c'est important parce que ça permet d'être un peu plus vigilant. L'air de rien, quand un patient est atteint de cancer, peut-être réactiver un ancien suivi ou proposer une ressource pour ne pas le laisser tout seul parce qu'on sait que s'il y a des antécédents, c'est clairement un risque de comorbidité psychique associé pendant et après les traitements oncologiques. En pratique, alors, c'est évidemment réducteur, j'ai limité au maximum en 10 minutes, mais un patient qui vient vous voir, qui est clairement replié, vous avez pourtant eu la nouvelle de votre confrère oncologue ou de collègue que le patient est en rémission ou la patiente est en rémission. Le patient vient vous voir complètement replié, qui dit mais je ne vois pas trop à quoi ça sert, tout ça. Finalement, je ne sais plus pourquoi je suis là. Il ne faut pas oublier que pendant les traitements, justement, le mode pilote automatique, on était clairement dans une identité de patient, on a laissé de côté aussi les ressources qui font qu'habituellement, on va bien. Donc, utilisez ce que vous connaissez de vos patients, de leur vie, pour refaire le chemin. C'est-à-dire, mais alors, et votre association, vous qui étiez bénévole dans l'association d'escrime, vous en est où ça? Et puis, typiquement, vous me disiez, vous étiez très investi dans votre communauté, je ne sais pas moi, catholique ou peu importe. Est-ce que vous avez été récemment, OK? Et puis, vous qui vous occupiez de ça, ou qui vous faisiez pas mal de courses à pied avant ça, on est où ça? Juste de remettre un petit peu d'étincelle là-dedans, dans un premier temps. Après, on a des patients qui viennent vous voir avec un mode de vie qui s'est désorganisé, avec l'arrêt de travail, avec peut-être des ruptures affectives, parce que le cancer est aussi facteur de risque de rupture de couple, familial. Donc, un patient qui se néglige, qui n'arrive plus à prendre soin de lui, vous le voyez,
Donc, peut-être activer le parcours de soins global après, justement en faisant le lien vers un nutritionniste, un accompagnant pour l'activité physique, une assistante sociale ou un psy. Si vous avez un patient qui vient vous voir, troisième vignette, un patient qui vient vous voir très régulièrement depuis la fin des traitements, en disant que là, il a vu un bouton, là, clairement, il a une éruption qui n'est pas normale, qui vous demande une IRM cérébrale, et puis la semaine d'après, l'IRM cérébrale est normale, il demande encore un autre examen parce que finalement, son transit est bizarre et il est sûr qu'il va récidiver ou qu'il y a une métastase, alors même que, évidemment, tout le bilan de contrôle est normal. Quand il y a des angoisses hypochondriaques de ce type, toute réassurance ne servira à rien. Ça demandera une prise en charge spécialisée, avec des outils validés, hein, la TCC, la méditation pleine conscience, l'hypnothérapie pour diminuer l'anxiété, jusqu'à l'EMDR, donc la thérapie basée sur les mouvements oculaires spécifiques au traumatisme, parce que le cancer est un traumatisme. Et puis ce que je dis aussi souvent, c'est que le drame, c'est pas de tomber. Le drame, c'est de pas se relever. Donc, quand ils viennent vous voir, c'est pas à vous de tout faire. Donc, clairement, quand il y a des choses qui relèvent du bon sens, du conseil de renforcement de ressources, vous pouvez le faire. Maintenant, quand il y a des choses qui prennent beaucoup de place, valider la demande du patient, c'est OK, mais aussi réorienter pour qu'il puisse avoir un soutien spécifique sur ces peurs-là. Donc, pour accompagner ces peurs-là, ces symptômes-là, la littérature recommande un screening systématique pour repérer justement les patients anxieux et déprimés. Il n'est pas question de faire un diagnostic, c'est un repérage. Un diagnostic, ce sera effectivement l'objet de consultations spécialisées. Donc, il y a 2 échelles qui sont validées à l'international, qui sont rapides à faire. La première, c'est le thermomètre de détresse. Donc, elle prend en moyenne 2 minutes 20 à faire par le patient. C'est un auto-questionnaire qu'on remplit. Donc, peut-être, Adeline, vous pouvez montrer la dia suivante. Voilà. Donc, vous avez des questions et puis vous posez la question au patient, mais au cours de cette dernière semaine écoulée, dans quel domaine avez-vous éprouvé des problèmes type colonne de droite? Et puis, à quel degré vous avez ressenti une détresse entre 0, pas du tout de détresse, et 10, le plus haut niveau de détresse imaginable, comme une EVA pour la douleur. On peut revenir en arrière. Et on a, dans la littérature, fixé un seuil de 3 pour orienter vers une intervention spécialisée. C'est très rapide, vraiment très rapide. Pour la dépression, par rapport à la prévention secondaire et tertiaire, on a l'échelle HADS, où il y a 14 items. Pareil, le patient remplit. Ça prend 2 minutes, entre 2 et 3 minutes comme le thermomètre de détresse. Donc, ça fait entre 5 et 6 minutes max pour les patients un petit peu plus longs pour remplir. En dessous de 7, pas de dépression. De 8 à 10, on dit, on fait un peu la part des choses, est-ce que le patient a vraiment besoin, est-ce qu'il veut, est-ce qu'il ressent besoin, et puis on l'oriente, ou si on se revoit peut-être plus tard, pour refaire le point, plus tard, ça veut dire 15 jours plus tard. Et puis, une dépression certaine pour un score supérieur à 11. Dans ce cas-là, on réoriente. C'est l'HADS, donc avec les 14 questions, je vous ai mis vous aurez en replay donc, les liens. Adeline pourra mettre les fichiers aussi en livre. Il y a également sur le site cancer.fr un référentiel pour le repérage et le traitement précoce de la souffrance psychique des patients atteints de cancer. C'est un référentiel qui date un peu, puisqu'il est de 2018, mais qui est pas mal pour les soignants libéraux, pour s'appuyer un petit peu sur les recommandations. Voilà. Donc, en pratique, si le thermomètre de détresse est supérieur à 3 ou l'HADS est supérieur à 8, on adresse un patient, même si c'est tardivement, même si c'est 8 mois après le cancer, puisque le parcours de soins global, jusqu'à dans l'année qui suit. Et donc, il n'est jamais trop tard. Et puis, il ne faut pas oublier que les troubles psychiques, difficultés psychiques peuvent apparaître après un délai, un intervalle libre après la fin des traitements. Et donc, vous prescrivez une consultation psychologique ou psychiatrique, comme un soin classique pour le patient. Je travaillais dans plusieurs programmes de réadaptation oncologique, en milieu universitaire, en milieu clinique, privé. Et ce que je vois souvent, c'est que les soignants eux-mêmes sont réticents à adresser un patient vers le psy en disant « mais
ah, le pauvre, le patient va penser que je l'imagine comme un fou, ou c'est la double peine. En réalité, il faut normaliser ça, comme vous orientez un patient vers la diététicienne, le nutritionniste ou pour l'activité physique. De valider en disant, mais écoutez, vous avez vécu quand même quelque chose de grave. Et ici, vous n'êtes de loin pas le seul qui ressent la même chose, qui a besoin d'aide. Et puis, voilà, je pense que c'est tout à fait normal. Et comme vous êtes quand même une personne de confiance, de référence pour le patient, votre parole a beaucoup de poids. Et puis, si besoin, prescrire un traitement psychotrope, c'est de loin pas systématique. Je crois que je vois 90% de patients à mon cabinet atteints de cancer, et parmi ces 90%, j'en ai peut-être 15% qui se prescrit un traitement parce que c'est nécessaire, mais sinon c'est la psychothérapie, le suivi, et voilà. S'appuyer sur les réseaux, la Société française de psycho-oncologie, la Ligue contre le cancer, ça c'est fondamental. On peut passer. Et puis, ça, j'ai mis la brochure qui est sur le site de la Ligue, une brochure qu'on peut télécharger, qu'on peut mettre au cabinet. C'est le soutien psychologique des patients et de leurs proches en cancérologie. C'est quoi un psy? Quand consulter? Comment? Où? Et moi, est-ce que j'y réfléchis? Ça permet aussi de dédramatiser un peu le recours à un soignant psychologue, psychiatre. Voilà. Peut-être on passe. Ça passe en revue les a priori sur les psys. Donc, est-ce que c'est un signe de faiblesse? Je pense notamment aux hommes, parce que dans les 90% de patients qui viennent au cabinet, j'en ai 90% de femmes. Il y a 10% seulement d'hommes quand ils sont atteints cancer de la prostate, statistiquement parlant, mais d'autres types de cancers, mais qui viennent après un délai. Et donc, qui restent pendant ce temps-là chez leur généraliste. Et donc, vous absorbez aussi plus longtemps des patients qui auraient vraiment besoin d'un soutien plus structuré, plus spécialisé là-dedans. Voilà, on peut passer. Pour conclure, j'espère que je n'ai pas dépassé, je vous propose de retenir plusieurs points essentiels. Déjà, je ne sais pas si cette présentation vous a poussé à vous questionner sur vos propres a priori par rapport aux symptômes psychiques. Je crois qu'il est fondamental de donner la même importance à un symptôme psychologique qu'à un symptôme physique ou fonctionnel. Et on sera d'autant plus à même d'orienter, vous serez d'autant plus à même d'orienter vos patients que vous trouverez vous-même déjà légitime de faire une place à ces symptômes psychiques, quand bien même la question somatique est résolue. Ensuite, l'idée, c'est d'identifier les patients à risque. Le docteur Buré m'avait dit, mais après, comment on fait pour orienter? On fait comment? Souvent, on ne sait pas à qui orienter. Il y a des réseaux de psychologues qui sont reconnus et formés à la psycho-oncologie. Si besoin, on oriente un collègue ou une collègue spécialisée, justement, mais tous les patients ne relèvent pas forcément d'un suivi psychothérapeutique ou psychologique. Un patient qui pleure, il peut faire juste partie des 50% de gauche dont on parlait tout à l'heure. Et clairement, rien remplace le caractère central de votre lien avec le patient, votre empathie. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de faire passer le message que peut-être il y a besoin un peu plus. Et puis, malgré tous les défis du travail en réseau, quand on est installé en ville, c'est ensemble que vous avancez. Médecins, infirmières, assistants sociaux, nutritionnistes, kinés. Et nos marges de manœuvre sont clairement là, même si on doit composer avec certaines limitations liées à la conjoncture. Mais entourez-vous et transmettez le message aux patients qu'on ne guérit pas d'un cancer seulement avec des médicaments. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Laurent. Du coup, j'affiche les ressources utiles que vous aviez évoquées. Ça sera évidemment dans le support qu'on mettra en ligne. Vous aviez mis également une petite... hop là, ouf,
vous aviez mis un petit schéma, si vous voulez le présenter rapidement. C'était s'il y avait des questions, justement, j'avais anticipé la question qu'avait posée Dr Buret à la préparation du webinaire. Comment on fait pour adresser? Donc, moi, j'ai monté un programme de réadaptation oncologique et avec un programme de réadaptation psycho-oncologique. Et puis, quand on devait faire le tri, on ne pouvait pas prendre tous les patients atteints de cancer parce qu'on avait des ressources limitées, comme vous tous aussi. Eh bien, on avait regardé, voilà, est-ce que déjà là-bas, il y a un suivi en place? Si oui, on reprend contact avec le psy traitant, avec le psychologue qui connaît le patient, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'être spécialisé en psycho-oncologie pour bien accompagner quelqu'un, parce que c'est déjà une petite niche dans la psychologie, la psychiatrie. Et puis ensuite, est-ce que les patients ont besoin d'un programme spécifique psycho-onco? Et puis là, on avait développé un programme de 3-4 séances en donnant des outils de gestion du stress, et de gestion de l'anxiété, gestion de la peur de la récidive, gestion des symptômes dépressifs, avec de l'activation comportementale. Et si le patient qui vient n'a pas de suivi en place, alors on regarde est-ce qu'il y a un caractère urgent avec une potentielle mise en danger de soi-même. Alors on réoriente soit en urgence aux urgences psychiatriques de l'hôpital à côté. Alors, en Suisse, on a la chance d'avoir un hôpital où il y a une unité dédiée aux soins somatiques et psychiques. Donc, ils ne sont pas hospitalisés avec des patients qui auraient des troubles psychotiques, par exemple. Donc, voilà. Et sinon, une prise en charge moins d'une semaine, nous, on appelle ça le CAPI, mais chez vous, c'est le centre médico-psychologique, c'est le CNPP du secteur. Et puis, si ce n'est pas urgent, on regarde, est-ce qu'il y a des antécédents? Non. Alors, on peut faire le programme de réadaptation oncologique vraiment centré compétences. Et si oui, il y a des antécédents, type tantamène, etc. Alors, dans ce cas-là, il faut vraiment orienter vers un psychiatre spécialisé. C'est un exemple d'algorithme qui, je pense, alors nous a beaucoup aidé parce que ça évitait justement de confondre un patient qui a un stress purement adapté, qui a besoin d'une ou deux consultations d'écoute, d'un patient qui a besoin de plus de ressources, d'un patient qui a clairement besoin d'un suivi psychiatrique ou psychothérapeutique soutenu, intensif. Voilà. Super, merci beaucoup. On avait eu quelques questions dans le chat. Alors, Alix, Alix a répondu au fur et à mesure pour ces questions. C'était parfait. Est-ce que vous voulez peut-être commenter les réponses que vous avez faites sur le chat? J'ai essayé d'être le plus clair possible, comme ça tout le monde pouvait avoir accès à la réponse. C'est vrai que par rapport à la question sur les 10 kilos en trop pour être en bonne santé, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? En fait, je voulais aussi dire que c'est une chose d'avoir 10 kilos en trop, mais il faut faire attention des mesures qu'on va prendre pour vouloir perdre ces 10 kilos et il vaut mieux parfois en perdre que 5, mais dans des bonnes conditions durables, plutôt que de vouloir à tout prix en perdre 10 dans des conditions très restrictives, très stressantes et qui vont sûrement engendrer une reprise de poids derrière. Et que finalement, non, le fait d'être en surpoids avant le diagnostic d'un cancer ou avant des gros traitements lourds d'un cancer ne protège pas de la dénutrition non plus. Souvent, on a cette idée reçue de dire, «Oui, mais j'avais de la marge, donc c'est pas grave, j'ai perdu 10 kilos avec ma chimio, mais j'avais de la marge, donc au contraire, je me sens mieux comme ça». Ça, c'est quelque chose qu'on entend tous les jours, mais justement, c'est un discours qu'il faut essayer d'expliquer aux patients que, quand on perd 10 kilos de manière involontaire comme ça avec les traitements, on perd 10 kilos de muscles et que quand on est déjà en situation de surpoids ou d'obésité, on a encore moins de muscles qu'avant et proportionnellement encore plus de graisse. Et que du coup, ça rend les personnes vraiment sarcopéniques et donc ça les fatigue encore plus et ça rend les traitements encore plus difficiles à supporter parce que en dose très importante par rapport à leur masse musculaire. Donc non, le surpoids ou l'obésité ne protège pas d'une perte de poids pendant les traitements. Ça marche, merci. Il y a une question qui avait été posée par rapport au kit NACRE. Est-ce qu'il est disponible aussi pour les non-médecins? Puisqu'on a finalement beaucoup de non-médecins qui sont quand même connectés, notamment beaucoup de kinés. Et ben, c'est une bonne question.
Après, dans la mesure où c'est une prescription, c'est vrai que de toute façon, ça ne prescrit pas grand-chose de rembourser. Donc, je pense qu'on peut s'en servir pour donner les facteurs de risque, facteurs protecteurs aux patients et leur montrer à quel point c'est important qu'ils prennent soin de leur alimentation, de leur consommation d'alcool, de leur activité physique. Et sur le site du réseau NACRE, pour tous les professionnels de santé, pour le coup, il y a plein d'outils qu'on peut leur demander de nous envoyer gratuitement, des livrets, des affiches sur les facteurs protecteurs, facteurs de risque, et qui peuvent aussi aider les autres professionnels de santé. Merci. Docteur Bury, il y avait une question concernant les soins de support. Est-ce que les consultations de suivi en activité physique adaptée peuvent se faire en groupe? Est-ce que ça serait compris dans la prise en charge des 180 €? Je pense que oui, l'activité, si c'est fait dans le cadre d'une structure qui permet le remboursement des 180 €, oui, ça peut être fait en groupe. Mais il Ça faut dépendra des départements finalement? plutôt des régions. Parce que Des régions. c'est vraiment, enfin, c'est un dispositif qui est régional. Après, il y a un maillage local, mais Mm. qui est infradépartemental. C'est-à-dire que chaque département est coupé en X C'est vrai. parts. Et il y a eu, il y a 2-3 ans à peu près, des appels à candidature pour que des associations de patients ou des associations, même au sens large du terme, puissent, enfin, il y avait un cahier des charges à respecter et puissent déposer un projet. Et chaque zone géographique a normalement une structure qui permet d'être remboursée. D'accord. Mais justement, cette personne qui posait la question dit organiser dans une MSP par exemple. Oui, mais alors dans ce cas-là, il n'y aura pas de remboursement. Il faut que ça soit organisé par la structure qui est retenue par l'ARS. C'est ça. Et en lien du coup avec les partenaires qui ont signé une convention pour. Exactement. C'est Et il y a un bilan à faire pour pouvoir être remboursé. C'est remboursé après coup, c'est-à-dire qu'il faut faire tout et on envoie, il faut envoyer un relevé d'activité par personne. C'est administrativement un petit peu lourd, mais bon. super, et ben merci beaucoup. Alors, il nous reste 2 minutes. Donc, je vais inviter les participants, pour le coup, à regarder les réponses aux questions directement dans le chat, puisque vu qu'on est sur Teams, vous y aurez accès même quand on aura terminé la réunion. Je vais chaudement remercier les intervenants, parce que c'était vraiment très, très intéressant, même pour un non-médecin comme moi. C'était vraiment super. Je rappelle à tout le monde donc, que le webinaire était enregistré et je le mettrai très prochainement sur le site de l'URPS pour que vous puissiez le re-regarder ou éventuellement regarder le support de présentation. Je vous ferai un petit mail à tous pour vous transmettre le lien. Et pour information, nous travaillons à l'organisation d'un prochain webinaire santé-environnement à l'automne. Là, pour le coup, sur le thème exposition à des polluants chimiques, impact en pédopsychiatrie. Voilà, donc il y a un autre sujet tout aussi intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas, notamment pour les non-médecins libéraux, à régulièrement aller sur le site de l'URPS pour avoir connaissance des différentes dates de cycle de webinaire, etc. Puisque nous, on informe directement auprès des médecins libéraux, mais pas aux autres professions. Voilà. Eh bien, encore merci à tous. Si vous avez des questions pour les intervenants, n'hésitez pas à me les envoyer par mail et puis je n'hésiterai pas à leur transmettre pour que vous puissiez avoir des réponses. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une Merci bonne fin de beaucoup. journée. Bonne journée, merci, Merci. au revoir. Merci, Au à revoir. bientôt. Au revoir.